Bonjour à tous. Écoutez, on est en décembre 2011. Je vais vous parler encore de Bernard-Henri Lévy, Sa Majesté Béchamel, le célèbre Bernard-Henri Lévy. Donc, vous allez dire, je m'acharne. Ah, c'est vrai, ça tourne au BHL bashing. Sur Internet, d'ailleurs, plein de gens s'acharnent sur lui. Il y a des best-of de ces conneries qui sont excellentissimes. Des phrases mises en rapport les unes avec les autres, puisqu'il dit tout et son contraire, au hasard de ce qu'il veut démontrer. Donc, enfin, ça, tout le monde le sait. Il s'agit bien de tirer sur une ambulance, je le reconnais, je l'avoue, je l'assume, et j'aime ça. Pourquoi? Parce que, en fait, moi j'arrêterais tout simplement d'essayer de démontrer à quel point Monsieur Bernard-Henri Lévy n'est pas un philosophe ni un intellectuel, qu'il est tout sauf ça, qu'il est un anti-philosophe et un anti-intellectuel, de le démontrer sur la base de ses propos et de ses méthodes argumentaires. J'arrêterai de faire ça quand il ne sera plus présenté comme un intellectuel. Ou alors, s'il s'agit toujours de recevoir ce monsieur Bernard-Henri Lévy comme étant un intellectuel, comme il s'agit de recevoir par exemple Ariel Dombal comme étant une chanteuse, eh bien ce jour-là, il faudra aussi alors que chaque invité reçu sur chaque plateau, que n'importe qui soit décrit comme un intellectuel. Si monsieur Bernard-Henri Lévy doit demeurer quelqu'un que l'on appelle intellectuel, alors je vous annonce une très bonne nouvelle à tous ceux qui pensaient que les populations mondiales et la population française étaient totalement décérébrées, trépanées, lobotomisées. Je vous annonce qu'en France, il y a à peu près 60 millions d'intellectuels. Même les bébés sont des intellectuels. Et sur la planète Terre, il y a 8 milliards d'intellectuels, si ce n'est plus, parce que je pense que certains chiens, certains singes, certains chats peuvent aisément prétendre à l'étiquette d'écrivain intellectuel reconnu, tout comme Bernard-Henri Lévy. Bon, soit. On va passer sur Paris Première, donc Éric Zemmour et Nolo qui reçoivent BHL, donc comme tous les ans, puisqu'ils étaient chroniqueurs chez Ruquier et qu'ils ont remarqué, vous allez le voir, que tous les ans, de toute façon, on reçoit BHL, c'est comme ça. Et là, ils le reçoivent encore une fois. Et vous noterez bien que Monsieur BHL est présenté toujours comme un philosophe. Un autre philosophe, un philosophe passé de Condorcet au Quai d'Orsay, puisque à la faveur de la campagne de Libye, il est devenu notre ministre des Affaires étrangères. Bis, c'est Bernard-Henri Lévy. Heureux de vous recevoir pour notre débat annuel, même s'il a lieu d'habitude sur d'autres plateaux. Bah tu m'étonnes, c'est obligatoire, il a un livre à vendre tous les ans, et tous les ans, de toute façon, c'est comme ça. Bernard-Henri Lévy vient nous donner son avis et nous prescrire d'acheter son livre. Ça marche pas, jamais personne l'achète, mais tous les ans, c'est pareil. Et j'étais tenté de vous accueillir en disant que c'est la première fois que notre invité de première partie n'est pas un homme politique, mais au fond, est-ce que vous n'êtes pas devenu un homme politique avec l'affaire libyenne? Est-ce que vous n'avez pas changé de statut? Eh bien non, j'ai fait ce qu'ont fait beaucoup d'écrivains, qui est de se mêler de politique, et j'ai fait ce dont ont rêvé beaucoup d'écrivains, qui est d'avoir en effet un rôle concret sur la politique. Voilà. Eh ben voyons, hein, l'ego, hein. Regardez bien les photos, hein. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de monsieur Bernard-Henri Lévy, là, cheveux au vent, héroïque dans les ruines fumantes de la Libye où il est allé avec son petit costard et sa petite chemise ouverte, hein. Le regard dans le vague, est-ce qu'il est en train d'avoir honte de ce qu'il a fait? Non, non, je pense qu'il est fier d'avoir posé son petit étron entre les pages de l'histoire de France. Il a eu envie de déclencher une guerre, il a eu envie de remodeler le Moyen-Orient comme il en a rêvé, comme ça peut l'arranger, comme ça peut arranger ses copains et sa cause, et il est fier de lui. Mais nous allons y revenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Libération, alors qui compare Guéant à Le Pen, pourquoi ce choix, mon cher Monsieur Guéant? On l'écoute. Libération ne sait plus quoi faire pour retrouver l'électeur qu'il a perdu, parce que vraiment, je n'ai rien à voir avec le Front National, rien de commun avec le Front National. Alors ça, il suffit de le dire, ça coûte absolument rien, les mêmes propos, les mêmes populations stigmatisées en permanence, mais vous n'avez rien de commun avec le Front National. Bon, passons là-dessus. Moi, c'est surtout l'argument, Libération, ils savent plus quoi faire pour vendre des journaux, alors ils organisent cette espèce de petit événement contre ma personne, hein, c'est un peu facile de stigmatiser, d'amalgamer, etc., etc. Donc, Libération, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment petit d'aller porter quelqu'un pour responsable d'avoir tenu des propos qui sont communs à ceux du Front National et donc de les amalgamer, alors que monsieur Guéant, rappelez-vous bien, lui a tout de suite décrété que l'attentat contre Charlie Hebdo était indubitablement islamiste, de preuves on n'avait pas besoin. Philippe Val-Hebdo, qui également a de gros problèmes de vente, Charlie Hebdo, et qui peut dire merci au destin, si ce n'est que le destin qui est intervenu, peut dire merci au destin qu'il y a eu ce cocktail Molotov, parce qu'à part ça, il n'y a eu aucune réaction, hein, il me semble, des musulmans en France, aucune manifestation. S'il n'y avait pas eu ce cocktail Molotov, personne n'aurait pu stigmatiser les musulmans comme ça a été fait pendant des mois, d'accord? Donc monsieur Guéant, lui, il n'a pas du tout remarqué que Charlie Hebdo était exactement dans cette situation où ils avaient besoin d'un coup de pub pour vendre leur merde, et pourquoi? Parce que quand il s'agit de taper des musulmans, vous voyez, c'est permis, hein. Claude Guéant, ça c'est quelque chose qui se respecte, on ne l'amalgame pas avec le Front National. Par contre, les musulmans du monde entier et Mahomet, c'est quelque chose qui ne doit pas se respecter.
vérités, et on peut tout à fait les amalgamer avec les coups de fouet, les mains coupées, et tout ce que ne réclament pas les musulmans du monde entier. Donc être un républicain, la liberté d'expression, l'esprit de la laïcité, ça veut dire Dieu n'est pas au-dessus de tout, et en tout cas, Claude Guéant est au-dessus de Dieu. Hein, qu'on soit croyant ou pas, c'est fait bizarre. D'accord? Donc on en est bien là, et on écoute Bernard-Henri Lévy, qui a aussi son avis là-dessus. Vous allez voir, le procédé est intéressant. C'est une équation dont il a posé la valeur de A, la valeur de B. Donc il nous dit, sachant que A égale 3 et que B égale 1, A n'égale pas B. D'accord? Mais ben, ça, c'est le raisonnement qu'il tient. Écoutez. Alors Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est un fantasme de rapprocher M. Guillaume de M. Le Pen comme le soutient Éric Zemmour? J'ai pas dit que c'était un fantasme, j'ai dit que c'était un jeu de rôle. Ouais. C'est pas la même chose. Il est incontestable que Claude Guéant est un républicain et incontestable que Marine Le Pen est une crypto-fasciste. Voilà. Oula, crypto-fasciste. Oui, une post-fasciste. Allez, une post-fasciste. Donc il n'y a pas de rapport entre un républicain et une Et post-fasciste. si on Oui. passe au discours maintenant. Alors vous voyez, en matière de réflexion intellectuelle, il y a deux écoles. Soit on a besoin d'une argumentation donc pour étayer une thèse, soit comme M. Bernard-Henri Lévy, eh ben, l'argumentation, on n'en a absolument pas besoin. Vous voyez, quand on se sent vraiment bien à l'aise chez soi, quand on sait que personne n'est à même de nous licencier pour incompétence, eh bien il suffit de considérer, de prendre les conclusions que l'on souhaite atteindre, ce que l'on veut démontrer, comme la donnée de base du problème. Ici, il est incontestable que Guéant est un républicain, il est incontestable que Marine Le Pen est une crypto-fasciste. Aucun besoin de montrer en quoi Guéant est un républicain, il suffit de le dire et c'est incontestable. Vous voyez, BHL est incontestable, d'accord? BHL est incontestable et incontesté, d'accord? Donc, ce type d'argumentation, ça en dit long de BHL et vous allez voir que quand il ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne autrement, mais que dans tous les cas, sans même parler de ce qu'il défend, la méthode argumentaire est aberrante. Si on passe au discours, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de commun non plus, mais simplement, c'est vrai que c'est bien de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important. Alors voilà, hein, là on est d'accord, on a bien Bernard-Henri Lévy qui est en train de commenter sa propre phrase en se disant que ce qu'il fait est bien, c'est bien de rappeler comme il le fait, que lui a défini une limite dont il estime que Claude Guéant ne l'a pas franchie et que par exemple Marine Le Pen l'aurait franchie. Donc Claude Guéant tenant des propos à propos des Arabes qui sont relativement et globalement amalgamants. Charlie Hebdo faisant de même, Nadine Morano faisant de même, Brice Hortefeux faisant de même. Hein. Rappelons-nous de Brice Hortefeux par exemple, je suppose que Bernard-Henri Lévy interrogé à ce sujet nous aurait dit que c'était un républicain flagrant et incontestable, comme lui est un philosophe incontestable. Eh bien, je suppose qu'il nous aurait dit que Brice Hortefeux était un joyeux républicain et que le comparer à Marine Le Pen était absurde. Très bien, donc rappelons-nous quand même que quand M. Hortefeux ne veut pas stigmatiser les Roms, il rappelle que des tas d'autres crimes et délits sont commis par d'autres étrangers. D'accord? Donc monsieur ne commet absolument pas le crime de passe-ligne de BHL, il ne dépasse pas une ligne car la seule ligne que BHL entend ne pas voir franchie est celle de l'antisémitisme. Donc Claude Guéant est responsable de ses propos, d'accord, à propos des musulmans, mais ce n'est pas grave du tout, la ligne n'est pas franchie. Marine Le Pen, en étant elle-même uniquement la fille de quelqu'un qui a tenu des propos antisémites, se voit donc définitivement accusée de fascisme, d'accord, quand elle avait comparé les musulmans priant dans la rue, donc plus ou moins à des occupants faisant référence à l'occupation et pourquoi pas à l'occupation allemande, monsieur Bernard-Henri Lévy n'a pas du tout sauté au plafond pour nous expliquer que ceci ou que cela, d'accord? Donc la ligne, c'est la ligne de l'antisémitisme. Franchement, lâchez-vous sur les Chinois qui mangent du chien, sur les Arabes qui volent, sur les Noirs qui jouent au basket et qui ne peuvent faire que ça. Lâchez-vous, bande de gros beaufs, vous lâchez. Tant que vous n'êtes pas antisémite, Bernard-Henri Lévy ne vous condamnera jamais. Moi, j'attends par exemple que Marine Le Pen dise clairement qu'elle n'est pas d'accord avec la phrase de son père sur le détail. Elle l'a dit. Mais non, elle l'a dit de manière assez claire. J'attends qu'elle, pas du tout. J'attends qu'elle dise que son père lui a fait honte le jour où il a prononcé cette phrase. J'attends qu'elle dise que quand il a fait des jeux de mots sur du rafour crématoire, elle a eu honte de son père. J'attends de Marine Le Pen ce que j'attendais de Saïf al-Islam sur Kadhafi. Quand on a un père infâme, hélas, il y a quelque chose qui fait qu'on doit le dire. Voilà, vous avez bien compris. À partir du moment où on explique à Bernard-Henri Lévy que Marine Le Pen a condamné les propos de son père, eh bien ça ne lui va pas. Il a décidément décidé que cette personne était une fasciste. Au départ, c'était une fasciste parce qu'elle n'avait pas condamné les propos de son père. Et puisque, en fin de compte, elle les a condamnés, eh bien, il décide que c'est une fasciste car elle n'a pas dit qu'elle avait en public, qu'elle avait honte de son père et que son père était une ordure, une pourriture, un nazi, etc. Donc, monsieur Bernard-Henri Lévy, là, il est au-dessus de tout. Vous voyez, Bernard-Henri lévite au-dessus de nous et vient nous expliquer qu'en France, on va inventer un délit
délit génétique, comment dire, une responsabilité génético-juridique que porteraient les enfants vis-à-vis des crimes de leur père. D'accord. Alors, dans aucune démocratie, dans aucun système judiciaire, entre guillemets, démocratique, et je pense même pas d'ailleurs dans les théocraties que vomit Bernard-Henri Lévy, je crois pas qu'il existe ce crime d'être le fils de quelqu'un, d'accord? Donc, monsieur Bernard-Henri Lévy pense peut-être que l'esprit des Lumières, ce serait ça, hein, faire porter la responsabilité à un enfant de ce qu'a dit son père. Bon, alors, ça devient incroyable. Nous nous référons en France, monsieur, à aucun texte religieux, à aucune exégète que vous aimez potasser. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est présent là-dedans, mais en tout cas, en droit français, la responsabilité filiale n'existe pas en matière de délit ou de crime. Par exemple, si vous avez des enfants et que certains ont des velléités de philosophie ou d'écriture, eh bien, ils sont autorisés exactement comme vous à le faire, et peut-être même à le faire bien, et à aucun moment, ils n'auraient à passer en public pour dire, voilà, je reconnais, j'ai honte de mon père quand il cite Jean-Baptiste Botul dans un ouvrage. Mon père est un plouc, mon père est un pignouf, ce n'est pas un philosophe, je sais que la philosophie, ce n'est pas ça, je fais amende honorable, je suis responsable de toutes les bêtises qu'a pu proférer mon père à tort et à travers et dans tous les haut-parleurs de cette espèce de dictature intellectuelle qui nous fait prendre des Bernard-Henri Lévy pour des Malraux et de vulgaires romans photos pour reportage shop de Paris Match pour de la philosophie en bonne et due forme. Donc vos enfants n'y seraient pour rien, je vois pas pourquoi Marine Le Pen devrait répondre de choses qu'elle n'a pas dites. Par contre, elle a dit des choses qu'elle a dites elle-même avec sa propre bouche, d'accord, dont elle est responsable à propos des Arabes, et ça ne vous a jamais dérangé, d'accord? Mon journal, La guerre sans l'aimer, Abdel Jalil, à cet instant, me fait toute proportion gardée penser à un certain général français, un De Gaulle sans le texte. La suite, on la connaît. Le 20 octobre, Kadhafi est dépecé vivant par d'héroïques résistants, et le 24 octobre, Mustapha Abdel Jalil, le De Gaulle libyen, annonce que la législation du pays sera fondée sur la charia. Alors Bernard-Henri Lévy, si c'était à refaire, est-ce que vous n'auriez pas dû parfois réfléchir avant de parler? Est-ce que vous n'avez pas ouvert, pardonnez-moi la vulgarité de cette expression, trop souvent? Alors bon, juste une parenthèse, je trouve pas qu'il y ait tant de vulgarité donc dans cette expression, puisqu'il parle simplement de se poser la question si M. Bernard-Henri l'ouvre trop souvent. Je pense qu'en fait non, c'est de façon intrinsèque. À chaque fois que Bernard-Henri Lévy ouvre la bouche, c'est tout à fait superflu. Là, on est en train de lui demander si M. Bernard-Henri Lévy regrette de l'ouvrir trop souvent. Donc déjà, M. Bernard-Henri Lévy, lui demander s'il regrette quelque chose, c'est peut-être demander à un chat s'il regrette d'avoir chassé une souris. C'est une vérité absolue chez Bernard-Henri Lévy. Il n'a honte de rien. Il n'a pas honte de citer des philosophes qui n'existent pas. Il n'a pas honte de donner des définitions de mots qui n'existent pas. Il n'a pas honte d'appeler l'un des démocrates du CNT De Gaulle. Et il n'a pas honte, lui qui passe son temps à fustiger des théocraties qu'il sélectionne. Bien sûr, il sélectionne certaines théocraties islamiques, mais jamais la théocratie israélienne. Donc, pour objet de ses diatribes, eh bien lui qui passe son temps à nous expliquer à quel point un pays dirigé par la charia est un pays qu'il faut absolument faire bombarder par les États-Unis, l'OTAN et la France en tête, eh bien ce monsieur Bernard-Henri Lévy, on va lui demander s'il est fier que cette espèce de Gaulle dont il nous parle, qui était le ministre de la Justice de Kadhafi, et qui donc en tant que tel a bien signé la mise à mort du médecin palestinien et des infirmières bulgares, mais fait qui donc justifie tout à fait donc l'intervention française en Libye, eh bien vous allez voir qu'il ne se démonte pas. En fait, il se démontera jamais. C'est pas un tortionnaire, il est devenu ministre de la Justice, enfin, à la fin... Ministre de la Justice de Kadhafi. Ah, attendez, tout ça est abominable. Ministre de la Justice de Kadhafi, je ne lui aurais pas serré la main. Tout ça est abominable. Ministre de la Justice de Kadhafi, je ne lui aurais pas serré la main. Tout ça est abominable. Ministre de la Justice de Kadhafi, je ne lui aurais pas serré la main. Se démonter quand on a des propos incohérents, c'est bon pour vous et moi. Argumenter ses propos, c'est bon pour vous et moi. Il n'y a que vous et moi qui devez faire attention à ce que nous disons, parce que M. Bernard-Henri Lévy, vous voyez, il a les moyens de continuer à parler comme si les élucubrations de ce penseur en papier mâché revêtaient un sens quelconque. Si c'était à refaire, eh bien je crois qu'il n'y a pas une séquence de cette histoire que je n'aurais faite exactement comme je l'ai faite. Je ne regrette rien depuis mon premier coup de téléphone à Nicolas Sarkozy jusqu'à la libération de Tripoli. Rien. La seule chose que je regrette, mais je le dis, parce que ce journal, il est probe, je regrette le lynchage de Kadhafi. À cette réserve près, je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Bon alors ça c'est fait, petit regret. Au moins M. Bernard-Henri Lévy regrette que les gens si recommandables, si appréciables, si préférables à lui pour diriger la Libye, donc les gens que M. Bernard-Henri Lévy, le majestueux, a choisi d'imposer à Sarkozy donc, comme remplaçant. Donc monsieur regrette quand même que, au mépris de toute considération en matière de droits humains, ils aient dépecé Kadhafi à coups de poing, à coups de pied, à coups de tout ce que vous pouvez vouloir. Mais alors, quand on le voit au milieu des ruines de la
Libye, ne regretter que ça, absolument rien d'autre, hein, pas une seconde, pas une seconde de cette aventure n'est un motif de regret pour monsieur Bernard-Henri Lévy. Donc il faut supposer que Kadhafi a été la seule victime innocente de ce conflit, donc dont les finalités fleurent encore une fois bon le pétrole et la sécurité d'Israël. Donc on considère que la déstabilisation de ce pays n'a fait aucune victime. Monsieur Bernard-Henri Lévy en est sûr. La seule victime collatérale de ce conflit est le vilain Mouammar Kadhafi, et aucun petit Libyen ne s'est pris un éclat d'obus, une bombe dans la gueule ou quoi. Ou alors il y en a eu, mais ça BHL ne le regrette pas. Comme il ne regrette, il nous le dit, rien de ce conflit dont il a décidé. Voilà, il a tapé son caprice, il voulait absolument jouer le Jack Bauer pour nous écrire un livre, La guerre sans l'aimer, genre le mec il est là pour nous protéger, il est écœuré, lui il est trop humain pour ça, mais il sait que c'est son devoir de faire la guerre. Vous vous rendez compte comme c'est viril? Ah là 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 là, je suis sûr que quand il a écrit ce bouquin, il s'est même laissé pousser la barbe pour avoir l'air d'un freedom fighter hollywoodien. Enfin, il nous écrit un livre qui s'appelle La guerre sans l'aimer, donc le principe est celui-là, on fait la guerre, on tue des gens, on viole les résolutions de l'ONU, en tout cas on les dépasse, et on vient faire le malin et on se fait bousculer du podium parce qu'on essaye d'apparaître avec Cameron et sur la scène en Libye pour faire encore son intéressant, mais on n'aime pas ça, on n'aime pas ça à faire l'intéressant, on n'aime pas ça à poser magnifique, le regard perdu au milieu des ruines fumantes, non on n'aime pas ça, dire que nous on a le pouvoir en tant qu'intellectuel, que d'autres n'ont pas eu d'influer sur la politique et sur le monde, non on n'aime pas ça, hein. Ah vous aimez pas la façon dont ça flatte votre ego, hein, tout ce petit jeu macabre au sein duquel vous êtes là, vous gargarisez de vos propres bêtises et à faire encore le merveilleux, le magnifique philosophe poudré, le bourreau de bureau, hein, le type qui ne risque rien depuis son petit café à Saint-Germain-des-Prés, qui vient sous haute escorte militaire accompagné par l'armée française pour faire le mariole, mais il n'aime pas ça, hein. Après on va nous dire aussi peut-être que ah oui, Total est en train de récupérer là-bas tout le pétrole libyen, ce qui est drôlement pratique, mais on n'aime pas ça, hein. Et puis voilà, c'est monsieur Bernard-Henri Lévy qui nous dit la guerre sans l'aimer, hein. Ça fait penser à un tas d'autres choses. Ça pourrait être écrit par un soldat, un mec qui a risqué de se faire percer au combat, mais qui le fait parce qu'il faut le faire pour la liberté. Mais là, c'est même pas un gars qui va la faire, hein. C'est un gars qui en décide et qui à jamais restera assis sur ses fesses à attendre que des gens meurent pour ses idéaux à la con auxquels il ne croit absolument pas, puisque, je le dis et je le répète, quelle que soit la personne qui aurait suivi Kadhafi, ça lui aurait convenu. Écoutez bien comment il défend sa position, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Au sujet d'un autre, ça n'a rien à voir avec la Libye, un autre fait d'actualité sur lequel vous êtes intervenu assez vite, et là aussi je voudrais savoir si vous ne le regrettez pas, c'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes intervenu très très vite en sa faveur.